Bonjour à tous. L'usurpation d'identité touche chaque année des milliers de Français. Cette arnaque de plus en plus répandue depuis l'arrivée d'Internet a de lourdes conséquences sur la vie de nos invités. Difficultés financières, équilibre familial, mise à mal, bataille judiciaire sans fin. Ils vont nous raconter leur descente aux enfers. Sylvain et Viviane, bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec le sourire en plus, alors que vous avez traversé une période vraiment difficile. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots cette imposture dont vous avez été victime? En quelques mots, il y a un individu qui a souscrit un emprunt et qui a usurpé mon nom, donc qui a souscrit un emprunt auprès d'un organisme de crédit et qui n'a pas honoré cet emprunt. Voilà. Et puisque ça ne suffisait pas, il a choisi aussi d'arnaquer certaines personnes grâce à une technique qui est relativement connue dans le domaine de chèque à la caution. Qu'est-ce que ce cauchemar a détruit concrètement dans votre vie? La tranquillité et, entre guillemets, l'inconscience quand on donne ses papiers tous les jours dans des actes du quotidien. Vous êtes devenu complètement parano, j'imagine? Oui, j'ai eu plusieurs phases. On passe par une phase de paranoïa totale et d'exclusion, en fait, d'agoraphobie. Une perte de confiance en soi, puisqu'on en vient à douter. Est-ce que c'est de notre faute? Est-ce qu'on l'a cherché? Et une perte de confiance en soi parce qu'on baisse en productivité, donc on finit par être exclu et licencié. Et au bout d'un moment, on se renferme. Et puisqu'on a un peu honte de ce qui nous arrive, on en vient aussi à s'exclure soi-même de son entourage amical. Et puis, c'est pas notre cas, ça nous a unis, mais parfois aussi familial. Alors justement, Viviane, comment vous avez vécu ces 4 années aux côtés de votre mari? Pas forcément bien tous les jours. Donc, je l'ai vu en fait descendre petit à petit. Je l'ai vu sombrer dans la dépression, je l'ai vu perdre tous ses repères. J'ai essayé de l'aider tant que j'ai pu, comme j'ai pu. J'ai essayé de le protéger au maximum, lui et nos enfants, et de tenir bon pour que justement notre couple n'implose pas. Vous avez combien d'enfants? On en avait 2 à l'époque, on en a 3 aujourd'hui. Alors on avait envie de vous présenter Malek aujourd'hui. Bonjour Malek. Malek, vous aussi, vous avez vu votre vie vous échapper à cause d'un imposteur. L'histoire que vous allez nous raconter aujourd'hui est malheureusement de plus en plus d'actualité. Pour vous, tout s'est passé sur Internet, comme 120 000 personnes chaque année. Vous avez été victime d'une usurpation d'identité version 2.0. Vous, on a atteint votre réputation personnelle, hein, en plus. Et professionnelle. Personnelle et professionnelle. Un homme est parvenu à ruiner votre vie en quelques clics. Est-ce que cet homme a été condamné depuis? Oui, il a été condamné à une première condamnation et une deuxième condamnation parce qu'il a fait appel. Donc il a été condamné à une première fois à 60 000 €, un dommage et intérêt, etc. Il s'est présenté en demandant « je veux payer la somme, mais je voudrais qu'on baisse le montant ». Donc ils ont baissé le montant à 30 000 € et avec 3 ans de sursis et une mise à l'épreuve. Voilà, 3 ans de mise à l'épreuve. Et jusqu'à présent, il n'a pas payé. Il n'a pas payé. Il n'a pas payé. Alors, notre avocat Marc Gégère est avec nous aujourd'hui. Bonjour Marc. À l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, notre vie privée semble accessible à tous. Est-ce qu'une telle exposition favorise la multiplication de ces vols d'identité? On a assisté avec l'avènement d'Internet à une véritable explosion de ces affaires d'usurpation d'identité, parce qu'il faut bien comprendre qu'avant, il fallait voler, récupérer une véritable pièce d'identité ou en une photocopie, c'était beaucoup plus compliqué, il fallait avoir un accès direct avec sa victime. Aujourd'hui, c'est absolument plus nécessaire. On commet tous les mêmes erreurs parce que comme Internet s'est banalisé dans notre vie, finalement, c'est devenu quelque chose dont on ne se méfie pas. Et on va laisser dedans la photocopie de la pièce d'identité qu'on a envoyée pour un contrat ou quelque chose, un justificatif de domicile. Et il faut bien comprendre que ces 2 documents-là suffisent à n'importe qui pour ouvrir un compte en banque, pour contracter des crédits, etc. Puisque aujourd'hui, on a des établissements financiers qui ne vous demandent absolument plus d'être physiquement présents en face de vous pour contracter. Vous pouvez le faire via Internet sans aucune vérification. Je veux dire, une vérification qui pourrait s'avérer simple.
on peut contracter par Internet, mais on prend une webcam et on vérifie que la personne qui est en face de vous est la même. Tout ça n'existe pas. En tout cas, c'est en train de se mettre en place, mais jusqu'à présent, ça n'existait pas. Ce qui veut dire que c'est un véritable piège et n'importe quel hacker, un tant soit peu doué, peut, et Malek en est la preuve vivante, accéder dans une boîte mail, quels que soient les codes que vous avez pu y mettre, accéder sur un compte de réseau social et vous pirater totalement, alors soit pour contracter comme c'est arrivé à Sylvain, soit pour détruire une vie et une réputation existante comme c'est arrivé à Malek. Et malheureusement, on n'a pas pris la mesure des risques que représentent ces données qui sont sur Internet. Alors, on va détailler l'histoire de Sylvain et de Viviane. Sylvain, pour vous, tout a commencé par un simple courrier dans votre boîte aux lettres en 2011. Racontez-nous. C'est ça. On rentrait de week-end prolongé. Et donc, comme tous les gens qui rentrent de week-end, on a été relever le courrier et glisser parmi les prospectus une relance en tête d'un organisme de crédit. Donc, comme je travaille, moi, dans Internet, j'ai l'habitude de toutes ces techniques d'hameçonnage. J'ai ouvert le courrier et j'ai immédiatement pensé que c'était une technique pour obtenir de l'argent forcé à la consommation. Et mon épouse, qui est plus sceptique, a choisi de les contacter en s'assurant que c'était vraiment un faux et éventuellement faire un bon geste de leur signaler qu'il y avait un courrier faux à leur en-tête qui circulait. Et donc, on a découvert avec cet appel qu'il ne s'agissait pas d'un faux. Qu'est-ce qu'on vous a dit quand vous avez contacté donc en fait, je les ai contactés pour leur expliquer que j'avais reçu un courrier qui était probablement un faux, qui me réclamait donc de payer un crédit que je n'avais bien sûr pas contracté. Et donc ils m'ont demandé d'accord, décrivez-nous le courrier. Donc en fait, j'ai commencé à leur décrire le courrier, l'en-tête, le numéro de sirène. Et puis elle me dit oui, dis donc, ça ressemble étrangement à nos courriers, c'est bien imité. Et je lui dis oui, il y a même un numéro de dossier, un numéro de client. Donnez-le-moi. Donc je dicte le fameux numéro de client et elle me dit mais oui, c'est monsieur Sylvain Dip qui a contracté un dossier un contrat chez nous en 2009. Donc le nom de votre mari. Voilà. C'est ça. Et là, j'ai dit bon. En quelle année c'était En 2011, on l'a reçu en novembre 2011. Oui, mais le crédit aurait été contracté en 2009. En 2009. Donc 2 ans avant. 2 ans avant. Vous ayez reçu le courrier. C'est ça. Et là, on a discuté tous les deux. Aucun de nous n'avait souscrit ce crédit. Alors, vous avez pensé à quoi? Un homonyme? Au début, oui. Donc, en fait, avec la téléprospectrice, on a comparé donc, sa date de naissance. Donc, c'était bien celle de mon mari. On a comparé le lieu de naissance, l'adresse qui était fournie. Donc, c'était bien les nôtres. Et on a comparé donc le reste des documents. Il était divorcé sans enfant, donc ce qui nous faisait dire que ça ne pouvait pas être nous. Et quand on a comparé la photo d'identité et la pièce d'identité, on s'est rendu compte avec le numéro de la CNI qu'effectivement c'était bien celle de mon mari. Et là, je le monde s'est écroulé. Je pense que je me souviendrai toute ma vie de cette seconde où l'opératrice, donc c'était sur haut-parleur, le téléphone, énumère les chiffres de la carte d'identité. Et quand elle arrive au dernier chiffre de la carte d'identité et que vous avez la vôtre dans la main, et vous êtes foudroyé au sens vraiment physique. Et à cette seconde, vous dites ça y est. Je pense que j'ai mis le pied dans un truc qui va m'embarquer et je ne sais pas pour combien de temps, mais réellement. La seule chose, c'est que cette personne n'avait pas d'enfant alors que vous en avez. Donc déjà, ça ne constitue pas en soi une preuve de différence. C'est déclaratif. C'est ça. Alors, le problème, c'est ça. C'est que comme il n'y a jamais eu de confrontation physique entre l'organisme de crédit et la personne, tout ce qu'ils ont, c'est une déclaration, plus un document officiel, donc la carte d'identité. Et comme la personne a déclaré un travail, un salaire et une situation familiale, c'est ce qu'ils ont reporté dans le dossier, en fait. Et, là, pendant les 2 ans qui s'étaient écoulés, le contracteur avait remboursé ses mensualités de crédit. C'est ça. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a souscrit cet emprunt pour subvenir à des besoins sur le moment. Et donc, il a laissé l'argent sur le compte où il a touché le crédit. Et donc les mensualités ont été prélevées et comme il n'a pas consommé l'ensemble du crédit, les mensualités étaient honorées. Et forcément, mathématiquement, au bout d'un moment, il n'y a plus le montant sur le compte. Et là, on lance un recouvrement. Et qu'est-ce qui fait qu'ils nous ont retrouvés? C'est que ces organismes missionnent des agences pour repositionner en France
le souscripteur et vérifier les nouvelles adresses, parce qu'il y a beaucoup aussi de gens qui ne payent pas et qui partent. Et donc, ils ont, de leur propre chef, changé l'adresse du dossier, à l'époque sur une autre ville, donc une adresse fausse, en remplaçant par la nôtre. Et c'est comme ça que c'est revenu à nous. Donc il y a une véritable stratégie de la part du souscripteur. Alors la stratégie, elle est celle qui consiste effectivement à payer ou honorer le début du crédit contracté. Ça va entraîner deux conséquences. D'abord, ça va appeler l'attention de personne, puisque c'est un crédit qui fonctionne normalement. Et ensuite, ça va rendre encore plus compliqué le travail de Sylvain qui va consister à dire « mais j'ai pas contracté ce crédit ». Ah oui, mais pourtant il a été remboursé. Et s'il a été remboursé pendant 2 ans, ça laisse présumer une espèce de bon fonctionnement du crédit pendant cette durée-là qui laisse à penser, il y a une présomption qui s'aggrave que le souscripteur est bien celui qui a donné son identité. C'est ça. Parce que les organismes de crédit imaginent qu'en fait, quand c'est des arnaques, on les arnaque pour la globalité. C'est-à-dire qu'on contracte un crédit, on se fait virer ou on décaisse immédiatement l'intégralité du crédit et on s'en va en courant. Mais ça, c'est des gens qui ont, j'allais dire, une politique un peu one-shot. C'est-à-dire, je le fais une fois, je ne le fais plus. Mais les gens qui sont beaucoup plus, j'allais dire, rompus à ce genre de fonctionnement, ils vont contracter plusieurs crédits. Parfois même, d'ailleurs, ils virent de l'un sur l'autre pour continuer à ce que les crédits soient remboursés à un moment. Et c'est finalement sur la masse des crédits contractés qu'ils récupèrent l'argent qui leur est nécessaire. Alors, comment quelqu'un peut-il souscrire un crédit sous une identité qui n'est pas la sienne? Quelles sont les méthodes? Vous me donnez une photocopie de votre pièce d'identité et un justificatif de domicile, je contracte n'importe quel crédit en votre nom en 5 minutes. Parce qu'aujourd'hui, Internet, l'avènement d'Internet a fait que tous les services sont venus sur Internet, y compris les établissements bancaires. Et aujourd'hui, vous pouvez contracter un crédit sans avoir à signer à proprement parler un document, parce que le crédit est contracté, puis on vous renvoie plus tard, même voire par Internet, les crédits à signer, que vous pouvez signer de manière électronique. Personne ne vérifie jamais les signatures parce que ça serait trop compliqué, et le crédit est contracté comme ça, et l'argent est mis à disposition de la personne. Aussi simplement, c'est effrayant, hein, mais c'est aussi simple que ça. Alors, plein d'espoir, vous êtes allé porter plainte au commissariat le lendemain matin. Comment vous avez été reçu? Gentiment, les quelques premières minutes. Et en fait, quand on a commencé à expliquer le pourquoi du comment, enfin pourquoi on venait et ce qu'on voulait exactement, ils ne nous ont pas cru. Puisque justement, comme le crédit avait été honoré depuis 2 ans, c'était louche. Et en fait, ils nous ont répondu, revenez nous voir quand vous aurez des preuves. Je me souviens, moi, physiquement, de la personne face à moi qui me dit, qui me demande qu'est-ce qui me prouve que c'est pas vous et que vous venez pas faire ça pour ne pas avoir à rembourser le crédit. Et là, vous avez le sang qui se glace parce qu'effectivement, j'ai rien qui lui prouve. Donc on vous a carrément soupçonné. Complètement. On passe de victime à coupable potentiel à ce moment-là. Et oui, si vous voulez, ça ressemble plus à des gens qui ont contracté un crédit au-delà de leurs moyens, qui ont pu l'honorer pendant 2 ans, et puis comme ils ne peuvent plus, c'est ça. On va faussement déclarer que ce n'est pas nous. Ça me rappelle des histoires d'il y a quelques années auparavant, avant Internet, où les gens achetaient des véhicules, n'avaient plus les moyens de faire face au crédit et disaient on m'a volé la voiture, etc. Alors que la voiture était dans le garage de la grand-mère ou encore ailleurs. Donc pour les policiers, c'est exactement le même système. Donc il y a effectivement des soupçons et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le fait de rembourser partiellement le crédit, c'est catastrophique pour la véritable personne dont l'identité a été usurpée. Donc là, j'imagine que ça commence à tourner dans la tête. Qu'est-ce qu'on se dit? Il doit y avoir des questions qui s'entrechoquent. Il y a 2 choses qui arrivent tout de suite à l'esprit. La première, c'est qu'on se rend compte qu'on va avoir beaucoup de mal à récupérer cette innocence. C'est la première idée. Et la deuxième, c'est qu'on rentre dans une logique de paranoïa. Parce que nécessairement, comme on ne peut pas se rendre innocent sur ce qui a été fait, on se dit, mais comment on va pouvoir se protéger et s'ultra-protéger pour pas que ça arrive de nouveau, en fait. Et donc, la première réponse pour l'innocence, heureusement, donc c'est le fait d'avoir 2 polices en France nous a permis de pouvoir déposer plainte en gendarmerie.
Pour ce qui est de la paranoïa, je pense que c'est un travail long, douloureux, avec une assistance, une psychothérapie, etc. Donc j'imagine que vous avez remonté les années en vous disant qui on a pu côtoyer il y a 2 ans. Vous avez cherché parmi votre entourage. On se pose aussi ce genre de questions. On a tout décortiqué. Ouais. Décortiquer notre vie sur les années précédentes pour savoir à qui on avait parlé, où est-ce qu'on était allé, à qui on avait potentiellement fait du mal, même si a priori c'était pas le cas, qui avait bien pu nous faire ça, sachant qu'en général les usurpations d'identité sont faites par des proches. Donc on se met aussi à soupçonner tout le monde, tous nos amis, notre famille, ça peut venir de n'importe qui. On a un raisonnement mathématique, on prend une feuille, un stylo, et on commence à remonter dans le temps et à se poser la question: où est-ce que j'ai laissé mes papiers? À qui j'ai parlé? À qui j'ai fait confiance? Et là, ça accentue la paranoïa, en fait, parce qu'on remplit vite un carnet, on ne se rend pas compte à quel point on laisse nos papiers tout le temps. Une caution, un appartement, à l'hôtel, n'importe quand. Et donc, on fait une liste, et au bout d'un moment, on est obligé juste de lâcher prise et d'oublier cette liste, parce que sinon, on perd tête, en fait. Vous dites 2 polices, pourquoi vous avez été plus écouté par les gendarmes, mieux reçu? On n'a pas pu déposer notre plainte au commissariat de police et on est donc allé à la gendarmerie. Et la gendarme qui nous a reçus, elle a pris notre plainte, elle a accepté le dépôt de plainte, mais elle a été très franche, elle nous a dit je vais faire une enquête à charge et à décharge. Et donc si c'est vous serez obligé de payer. Mais elle nous a dit si c'est vous. Elle n'est pas partie du principe que c'était nous et qu'on ne pourrait pas porter plainte. Voilà. Déjà, elle vous a laissé elle m'a laissé raison une porte ouverte. porte ouverte. Là, j'ai pu expliquer mon histoire. Donc évidemment, à chaque fois qu'on raconte l'histoire, les gens trouvent ça dramatique. Mais ils n'imaginent pas à quel point c'est simple, finalement. Et donc là, on a mis en marche une machine qui a duré longtemps. C'est-à-dire que vous avez décidé de mener votre propre enquête, quoi, en gros. Ma recherche sur Internet m'a permis de découvrir que une la personne qui m'avait usurpé n'avait pas fait qu'un crédit à la consommation. En parallèle, elle profitait de ce nom pour faire une arnaque qui est relativement connue, qui est l'encaissement des chèques à la caution. Donc elle loue un logement qui n'est pas le sien. Elle encaisse la caution, donc le chèque d'acompte. Et quand la personne vient pour se présenter sur le logement, parfois le logement existe, mais il est déjà habité et il n'est pas loué en fait. Et le temps que vous retourniez, la personne, comme c'est pas son nom, de toute façon. Donc là, vous tombez sur des forums de gens qui se plaignent en disant attention, monsieur Sylvain, c'est un arnaqueur, ne louez pas, c'est un voleur. Et donc des gens qui se plaignent de vous, quoi, en gros. Qui se plaignent de moi. Et là, vous découvrez qu'effectivement, plusieurs personnes ont porté plainte contre vous. Et en veulent à vous, finalement, parce qu'ils ne peuvent pas imaginer que ce n'est pas vous, que c'est quelqu'un d'autre. Au début, on s'était dit, bon, il a ouvert un compte, il a fait un crédit, soit on va être capable de gérer ça. Bon, voilà. Mais quand on découvre après qu'il a fait des arnaques et que du coup, les gens se retournent contre mon mari, portent plainte contre lui directement, là, on se dit, mais ça prend une autre proportion. Et jusqu'où ça va aller? Où est-ce que ça va s'arrêter? La prochaine étape, c'est quoi? Il va tuer quelqu'un et c'est mon mari qui ira en prison? Enfin, tout est possible. Jamais vous n'avez douté de votre mari? Non. Oui, heureusement pour vous que le lien était suffisamment fort pour ne pas être remis en cause. Mais dans un couple où les choses ne vont pas aussi bien, peut-être où la confiance n'est pas à ce point installée, où elle s'est quelque peu émoussée pour une raison ou pour une autre, vous voyez arriver ça. Parfois, j'ai rencontré des couples où le conjoint ne s'est même pas posé la question. Je vous dirais que nous, ça nous a renforcés parce qu'en fait, on s'est... Tant mieux. Main dans la main, on a affronté l'ennemi commun et c'était nous contre le reste du monde. Je pense que c'est aussi un peu ce qui vous a sauvé, ce qui vous a permis d'aller au bout de votre démarche et de finalement obtenir gain de cause. C'est aussi un réflexe logique parce que dans ma paranoïa et ma perte de confiance, la seule personne dont j'ai jamais douté, c'était mon épouse, parce que je savais que ça pouvait pas être elle. Alors qu'on peut douter de tout, on peut douter de tous ses amis, même les plus proches. Et je m'en excuse auprès d'eux, de ceux que j'aurais pu vexer sur l'instant. Mais on doute vraiment de tout le monde, du premier cercle comme des moins proches. Et j'ai jamais douté de mon épouse. Donc c'est ça aussi qui renforce. Et donc à un moment, on se sent pas seul contre tous, mais à deux contre tous. Alors, cet homme-là, il a aussi ouvert des comptes en banque en votre nom. Comment c'est possible, ça, Marc, d'ouvrir des comptes? Comme je vous l'ai expliqué, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, la démarche que nos parents connaissaient, qui consistait à se rendre dans un établissement bancaire, accompagner Nanti de ses papiers en original,
pour les montrer à la banque, qu'elle fasse des photocopies, qu'elle certifie conforme. Et tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, il y a une telle concurrence sur les établissements bancaires que il suffit de regarder des spots télévisés et vous vous rendez compte qu'il y a des banques en ligne, c'est-à-dire qui n'existent même pas physiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de succursale, il n'y a pas d'agence bancaire, mais elles ont exactement les mêmes prérogatives qu'un établissement bancaire classique et elles vous permettent d'ouvrir des comptes. Alors, comment on fait quand on n'a pas de possibilité de contact physique? Eh bien, tout simplement, tout ça se passe par Internet. Vous scannez, on vous demande de scanner les documents nécessaires, c'est-à-dire une pièce d'identité, un justificatif de domicile. Grâce à ça, l'établissement bancaire va faire les recherches qu'elle doit faire impérativement, c'est-à-dire vérifier que vous n'êtes pas fiché à la Banque de France, qu'il n'y a pas d'inscription, d'incident de paiement, etc. Et à partir du moment où il n'y a pas une raison bancaire, si je puis m'exprimer ainsi, de vous interdire l'ouverture du compte, le compte est ouvert, tout simplement. Malek, pour vous, l'enfer a commencé en 2011. À quoi ressemblait votre vie à cette époque? Avant 2011, tout allait bien. Puis un soir de juillet, alors que vous étiez en vacances, en famille. J'étais avec ma fille et justement avec ma nouvelle compagne. On était dans le sud, en vacances. Et au bord de mer, en vacances, moi, le téléphone, l'ordinateur, et je reçois des appels. J'ai cru que c'est un faux numéro. Mais au bout de 5, 10 appels, 15, 20, On vous dit quoi? On m'appelle pour me dire qu'on devait passer chez moi pour récupérer des meubles. Parce que je dois partir en Colombie d'urgence. Donc, je suis en vacances, je ne suis pas en Colombie. Mais... Ouais. Donc, je recevais des appels. Je disais aux gens... écoutez, et c'était toujours le même motif d'appel? Même motif d'appel. Vous vendiez des meubles pour partir? Non, je ne vendais pas, je donnais des meubles. D'accord. Donc c'est encore pire. En plus, c'est donné. C'est donner des meubles avec mon adresse dans le 17e, des meubles de chez moi dans le 17e. Donc voilà. Donc je donne des meubles parce que je pars d'urgence en Colombie. Véritable adresse? Oui, c'est l'adresse où j'habitais. Donc ça veut dire qu'il y avait une petite annonce quelque part qui disait que... En fait, j'ai découvert l'adresse après. Sur le coup, c'était que les appels téléphoniques. Donc sur le moment, ça vous a agacé, mais vous n'y avez pas prêté plus d'attention? J'ai signalé aux gens que c'était un faux numéro et après j'ai éteint même pour le portable pour vous dire... Je suis en vacances avec ma fille, je n'ai pas l'occasion d'être tous les jours en vacances avec ma fille. Donc je profite, on est au bord de mer, on s'amuse. Et Internet, j'y vais même pas. Ouais. Donc je ne voyais pas ce qui se passait sur Internet. C'est en rentrant des vacances que c'était le poteau rose où j'avais vu, j'ai changé de numéro. Est-ce que l'histoire s'est répétée à plusieurs reprises? Oui, à 3 reprises exactement. Pendant les vacances? Non, même après les vacances. Une fois les vacances, après les vacances, ça s'est répété encore. Donc là, vous avez décidé... J'ai changé 3 fois de numéro de téléphone. Ouais. Donc une fois de changer de numéro, la deuxième fois de changer de numéro, vous dites, c'est pas un hasard, c'est qu'il y a quelqu'un. Alors vous avez cherché à savoir qui était à l'origine de ces annonces? Oui, là je reviens à ce que monsieur disait. C'est vrai que sur le coup, on commence à essayer de chercher son entourage. Parce qu'on dit peut-être c'est une blague ou un truc. Donc même une blague, c'est une mauvaise blague, on va dire. Quand elle se répète, oui. Mais oui, je cherchais, j'ai essayé de comprendre. Sur le coup, je ne voyais pas. C'est quand les réseaux sociaux ont commencé, là, je commençais à douter, à essayer. Et comme j'avais un partenaire sur Marseille, qu'on ne l'a pas pris pour une opération, etc., et comme il y avait un Facebook, vous savez, parfois, quand on se connecte ailleurs, ça marque l'endroit de connexion. Pas qui, mais on vous dit c'est à Marseille. Donc, je voyais Marseille. C'était le seul lien que je pouvais... D'ailleurs, je m'en excuse. Je faisais le seul lien entre ces mauvaises blagues, on va dire, et Marseille. Pas d'autres personnes. Donc vous vous êtes dit, c'est lui parce que je l'ai évincé d'un contrat. Donc voilà. Donc je me disais peut-être, souvent, mais comment il pouvait avoir des photos de l'appartement et de mes meubles. Donc il y avait quelque chose qui clochait aussi. Donc, mais vous restez dans le flou. Et c'est vrai que cette période, je ne sais pas si c'est de la parano ou pas, mais c'est vrai qu'on devient méfiant et qu'on est vaste au proche, on discute, mais on essaie de
de chercher, de comprendre qui vous fait ça. Parce que c'est vrai que c'est une situation qui est malsaine, qui devient malsaine et qui devient stressante. Pèse. Et puis vous êtes rendu compte que votre boîte mail était piratée. Comment vous en êtes rendu compte déjà? Eh ben, j'arrive plus à accéder à ma boîte mail. Et au fait, ce qui s'est passé, c'est que même les questions secrètes ont été changées. Parce que quand vous n'arrivez pas à accéder à une boîte mail, vous pouvez éventuellement aller... vous avez des questions secrètes pour éventuellement récupérer votre mot de passe. Non seulement je ne le récupère pas, je n'ai pas pu le récupérer. Deuxièmement, c'était la boîte mail qui était la boîte mail de secours de tous mes autres boîtes mail. Donc une fois que vous prenez le contrôle de cette boîte mail, vous avez pris le contrôle de ma vie. Parce que si vous voulez, moi, la boîte mail, j'ai utilisé ça déjà auparavant, avant que les réseaux sociaux, et on avait des systèmes de stockage sur l'Internet, etc. J'utilisais la boîte mail comme un bureau, où j'avais des dossiers archivés, j'avais des contrats qui sont en cours. Comme j'étais consultant pour différents groupes et porteur d'affaires pour différents groupes, donc j'avais des échanges. Je faisais de la levée de fonds pour certaines sociétés, donc j'avais des échanges qui prouvaient que je m'en occupais de leur levée de fonds pour prendre des commissions, ce qui était normal. Donc je n'avais plus rien à prouver ou à justifier ce qui pouvait me revenir de droit. Plus rien. Deuxièmement, j'avais des bases de données dans la boîte mail. J'avais des photos personnelles, j'avais des trucs confidentiels. Quand je dis confidentiel, dans le sens propre du mot confidentiel, c'est des contrats entre des personnes. Et tout ça s'est mis à jour, s'est mis sur Internet. Que ce soit des photos personnelles, que ce soit des photos de ma fille. Parce que le pire, c'était mon enfant qui est parti un matin à l'école en se retrouvant dans un Facebook de l'école avec des mots que ça ne traverserait jamais l'esprit je ne peux même pas aujourd'hui les prononcer, vous voyez. Donc les enfants entre eux sont cruels. Donc d'un rire, ça a bloqué aussi certaines choses. Votre propre enfant n'ose plus prendre votre nom, n'ose pas vous voir. Dans une période d'adolescence, un enfant de 10 ans, ce qui est la chose la plus chère pour moi, c'est mon enfant. Donc, Alors ça ne s'est pas arrêté là, parce que vous avez aussi vu défiler des mails diffamatoires sur Internet. Oui, j'ai un des associés, d'ailleurs que je m'occupe d'un grand magazine de luxe. Ce PDG était aux États-Unis. Il y avait une mannequin internationale qui était la première mannequin black d'Yves Saint-Laurent en France qui l'appelle et qui lui dit « Mais attends, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe entre toi et Malek ?» Il n'y a rien qui se passe. Je l'ai eu hier. Je lui ai dit « Mais tu viens de m'envoyer un mail pour me dire méfiez-vous de lui, c'est un escroc, je lui ai fait confiance, machin. » Je lui ai dit « Mais jamais !» Elle a dit, si, tu m'as envoyé un mail, si. Et comme la personne savait qui étaient mes proches, qui étaient comme ça, donc il a usurpé l'identité d'un associé. Donc c'est quelqu'un qui vous connaissait bien, quand même. Ah bah oui, parce qu'il était à mes côtés dans le bureau du matin au soir. Et que, donc ça, vous l'avez découvert par la suite. Avant tout ça, il y a eu aussi ces histoires de rencontres, de sites de rencontres sur Internet. Alors, c'est pas des histoires de sites de rencontres, c'est que je me suis retrouvé dans 25 sites gays. Ouais, qui est pas mal, qui n'est pas rigolo du tout, c'est des sites de pédophilie, des sites antisémites, parce que la mère de ma fille qui était de confession israélite et d'origine musulmane, on a un enfant qui est le fruit de l'amour et de la paix, justement. Donc, je me retrouve dans des sites antisémites. Mais vraiment d'extrême droite, anti-juifs, et tout ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est peut-être, on le dit comme ça aujourd'hui, mais vous allez, aujourd'hui on est en France, vous prenez l'avion pour aller aux États-Unis, ces informations ressortent quelque part. Bien sûr. Donc, ça peut porter préjudice. Bien sûr. Puis il y a eu aussi des faux profils Facebook créés. On y 25. voyait quoi dessus? On est 25. C'était mes propres profils où ils tchatchaient avec des gens, où on mettait des commentaires assez désagréables sur les gens qui étaient amis avec moi. Donc il y avait des photos truquées, on disait de vous que vous preniez de la cocaïne. Alors, cocaïnomane, escroc,
Bernard Madoff. Qu'est-ce qu'il y avait encore Oui, c'était un peu la totale. Alors, vous allez nous raconter tout ça en détail, les démarches que vous avez faites. Vous nous parliez des répercussions sur votre fille qui a beaucoup souffert de tout ça. J'imagine que pour vous aussi, Viviane et Sylvain, cette affaire a eu des répercussions sur vos enfants? Oui, alors en fait, bien sûr, on a essayé de les protéger au maximum. De ne pas leur montrer trop l'inquiétude qu'on pouvait avoir, mais forcément, ils étaient là, donc ils nous ont vus aller chez l'avocat, ils nous ont vus faire les différentes démarches. Donc on a essayé de leur expliquer avec des mots simples pour qu'ils comprennent sans les affoler et sans leur faire comprendre tout l'impact que ça pouvait avoir. Et même en les protégeant au maximum, on s'est rendu compte au fil du temps que, mine de rien, ça les affectait aussi énormément. Vous avez pris conseil auprès de professionnels, de psychologues, pour savoir comment leur en parler, comment les protéger? Oui. Oui, on s'est fait aider, évidemment, parce que voilà, on ne voulait pas non plus mal faire et on voulait vraiment les protéger au maximum. Et même en faisant tout ce qu'on pouvait pour les protéger, ils étaient là, ils ont entendu et vu énormément de choses qui, pour leur âge, voilà. Et je me rappelle d'une fois, notre fille qui avait 6 ans à l'époque se réveille au milieu de la nuit en pleurs parce qu'elle avait fait un cauchemar. Donc bien sûr, je vais la rassurer. Je lui demande de me raconter son cauchemar et elle m'explique donc elle était allée à la piscine et que papa était venu la chercher à la sortie de la piscine, qu'elle était montée avec lui en voiture et qu'une fois dans la voiture, elle s'était rendue compte que c'était pas papa, c'était l'autre. Voilà. Le silence dit tout, quoi. Quand elle vous raconte ça, c'est... Donc là, vous prenez mesure de 2 choses. La première, c'est qu'elle a bien compris de quoi il s'agit. C'est vraiment ça, la définition de l'usurpation. Et la deuxième, c'est qu'ils ont besoin qu'on soit là. Et donc, dans cette lutte, d'un coup, vous faites abstraction de votre problème et votre priorité, ça devient vos enfants. Ça redevient vos enfants. Et vous... C'est ce que vous disiez aussi, les Malek. protéger. Oui, c'est vrai. Et c'est ce qui vous fait tenir, en fait. Ouais. Je pense qu'on C'est que juste, on s'oublie, on oublie sa propre personne et on se focalise sur ses enfants en se disant si tu te focalises sur tes enfants, tu verras pas le temps passer et c'est l'espoir, en fait, l'enfant. Alors, malgré la plainte, l'organisme de crédit vous demandait de leur régler ce que vous leur deviez? Oui. Alors moi, le discours qui m'a été tenu, c'est que finalement, c'était pas leur problème que ce soit moi ou pas. Eux, ils ont un crédit à honorer et ils attendent des remboursements. Que quelqu'un paye, peu importe qui. Je me souviens de cette phrase. Que ça soit vous ou quelqu'un d'autre, on s'en fiche. Oui, Faut qu'on nous paye. Ils nous ont même dit, Ils moi, à nous ont 17h, je rentre chez moi, Ouais, donc voilà. vous craquerez vous avant savez, moi. vous finirez par craquer parce que vous, c'est votre vie, moi, c'est mon travail. Donc, alors, effectivement, c'est vrai, ça glace le sang. Et là, on commence à vous parler d'une argumentation, fausse ou vraie. On vous explique que si vous faites un tout petit geste et que vous payez un tout petit peu, 1 euro. Ne serait-ce qu'1 euro, ils vont lâcher la pression parce qu'ils rentreront dans une logique de recouvrement et qu'ils vous laisseront tranquille. Il y avait combien à rembourser? Approximativement 6 000 euros sur les 10 000. Et donc... Donc du coup, vous avez tout refusé? Vous n'avez rien remboursé? Ah oui, alors comme j'avais fait la démarche et qu'on avait un avocat, on a fait 2 démarches en parallèle. Mon avocat a contacté l'organisme de crédit en leur faisant comprendre qu'il n'avait plus à s'adresser à moi, mais à lui directement. Et moi, en parallèle, tous les courriers que je continue à recevoir, parce qu'évidemment, ils vous valident cette démarche, mais ils continuent à vous écrire en parallèle. Vous harcèle, complètement, c'est du harcèlement. Même harcelé, hein, parce que coups de téléphone, SMS, enfin tous les canaux sont bons. Je n'ouvre même plus les courriers, en fait, je les mets dans une enveloppe et je les envoie à mon avocat. Alors vous avez fini par être fiché à la Banque de France aussi, Oui. parce Alors, que vous ne remboursez pas. forcément. L'emprunt étant à mon nom et il n'est pas remboursé au bout d'un moment. Et, Je suis fascinée par votre sourire. Ah oui, vous mais éclatez de parce rire que- toutes les 2 minutes. Parce que ça va mieux, là. Ah, mais oui, tout à fait. Mais en fait, tout à fait. ça vous apprend vraiment le lâcher prise et à prendre conscience que on peut rien. Vous êtes comme sur un toboggan, ça glisse et de toute façon, soit vous essayez de vous tenir et vous faites mal, soit vous laissez glisser. Parce qu'on ne peut pas retenir, ça glisse. Et puis Qu'au bout d'un oui, moment, on a connu des années de galère, on va dire ça comme ça. Ouais. Parce que Et ça a on en duré, est ressorti, plusieurs mais mois, tout ça. des Ça a années. duré 4 des années. années. C'est pas fini. 4 années et il n'y a qu'une partie qui est finie en fait. Ça se divise en 2, il y a le civil et le pénal. Le civil, ça concerne l'aspect financier contre l'organisme de crédit et le pénal contre l'individu.
Et le pénal n'a pas commencé. Le civil est terminé. Sauf qu'entre-temps, vous avez perdu votre travail. Entre-temps, moi, j'ai perdu mon Au travail. bout de combien de temps? Quelques mois. Ouais. Ça a été vite. Ça a été assez rapide. Hein. Parce que vous... Mais c'est marrant parce que tous les gens qui réagissent, que ce soit l'employeur ou l'organisme, tous vous font quelque chose qui, individuellement, ne peut paraître anecdotique, mais en cumulé, c'est comme chacun un petit peu un coup près. En fait. Votre employeur qui vous dit qu'il vaut mieux vous licencier parce que finalement, comme ça, vous aurez plus de temps à vous occuper de cette affaire. Donc là, du coup, effectivement, vous avez plus de temps. Vous avez 24 heures dans votre journée et donc vous en avez déjà 12 qui étaient occupés à faire autre chose, à penser à autre chose, qui d'un seul coup, sur votre canapé, ne servent plus qu'à penser à ça. Donc vous avez un premier problème qui apparaît. Le deuxième problème, c'est l'organisme de crédit qui vous dit, mais qui vous l'affirme, hein, je me souviens de cette phrase qui vous dit « je vous ai fiché pour votre bien ». Ça, l'usurpateur ne peut pas faire d'autres actions. On ne peut pas utiliser votre identité à nouveau pour contracter Sauf que vous n'imaginez pas les conséquences. Ça arrive pile poil au moment où votre leasing de véhicule est en renouvellement. Le leasing, c'est un emprunt. Comme vous êtes fiché, soit on vous reprend la voiture, soit vous honorez la fin du crédit. Ça arrive au moment où vous venez d'acheter un logement et que vous avez un emprunt à faire pour des travaux. Tout arrive en même temps. Et donc, d'un seul coup, tout s'écroule. Et là, vous vous retrouvez tout seul. C'est tous les projets qu'on avait mis en place qui, pendant des années, ont été stoppés net. Là, on recommence juste à vivre depuis un an. C'est ça, c'est une mise entre parenthèses pendant 5 ans. Et finalement, on n'est pas que ça. Notre vie, elle se résume pas à ça. J'ai pris conscience d'une chose, c'est que finalement, ce qu'on a de mieux, c'est nos enfants et notre famille. Et donc, le troisième enfant qui arrive, c'est comme une consécration, c'est sorti. Le coupable, il a été arrêté avant que vous ne fassiez ce troisième enfant? Oui. Donc aujourd'hui, pas le coupable. Aujourd'hui, la personne qui est coupable, avec la présomption d'innocence, donc c'est aussi une des choses qui est le plus ingrate dans cette histoire, c'est que l'usurpé, lui, de toute façon, il n'y a pas de présomption d'innocence. Le système s'abat sur lui et pendant 5 ans, j'étais coupable. Bien sûr. En même temps que victime. C'est ça. Donc, suivant le point de vue. Alors que la personne qui usurpe, elle, tant qu'elle n'a pas le procès et qu'elle n'a pas le juge qui dit vous êtes coupable, elle est innocente. En fait, il faut peut-être un peu expliquer cette histoire de procès civil et pénal. Sur le plan civil, en fait, ils ont eu à faire face à une action contre l'organisme de crédit. En faisant, je suppose que c'est ce que votre avocat a fait, en faisant ce qu'on appelle une inscription de faux en droit civil, c'est-à-dire de dire je ne suis pas le signataire de ce document, je n'ai jamais contracté ça. À ce moment-là, la juridiction se donne les moyens de vérifier cette écriture en prenant des copies, des pièces d'identité. Moi, j'ai déjà vu des juges dire même à la personne allez, faites-moi 5 signatures, comme ça on verra un peu. Et lorsque le juge a la conviction que la personne n'a pas signé lui-même, à ce moment-là, évidemment, elle met échec à la demande de l'organisme financier. Donc l'organisme financier, en gros, on lui dit qu'il aille voir ailleurs et qu'il avait qu'à prendre des dispositions un peu plus sécurisantes pour contracter. Donc du coup, ils se retrouvent, ils ne sont plus tenus au paiement de ce crédit. Ça, c'est le côté civil. Mais en attendant, il y a tout le reste. Il y a les arnaques qui ont été faites en leur nom, au nom de Sylvain, etc. Et pour ça, il faut que là, ce soit la juridiction pénale qui consacre la culpabilité de cette personne en disant effectivement, vous avez usurpé l'identité de ce Sylvain. Et ça permet du coup de mettre en échec tout ce que cet homme a pu faire. Alors que là, sur le civil, on n'était que sur l'établissement bancaire. Voilà. Alors, ce procès civil, justement, celui qui vous opposait à l'organisme de crédit, lui, il a eu lieu en janvier 2011. Le verdict. Il a commencé 2015. En 2011 et donc de report en report. Il aurait dû être jugé fin 2014. Donc, les circonstances ont fait que le moment du jugement, il y avait les fameuses grèves des avocats qui ont fait que ça a été reporté. Et donc, mon avocat, ça l'a fait sourire. C'est la seule corporation à faire grève pour d'autres que pour eux, c'est-à-dire pour vous, les justiciables. Oui, c'est une chose. Très bien. Moi, c'est vrai, c'est bien de le souligner. Oui. Et donc, le jugement est tombé. Et donc là, vous découvrez que vous êtes face à un système et que le jugement est plus que symbolique, en fait. Parce que l'ordre d'idée du montant, c'est environ 1 500 €. Donc, vous voulez dire de dédommagement? De dédommagement. Ah oui, non, mais donc vous gagnez 1 500 € pour 5 ans de votre vie.
Alors, moi, je ne suis pas une Donc ça, célébrité. Je n'ai ça pas n'a- été photographié en bikini avec une autre célébrité sur la plage. Ça aurait été Je ne sympa. peux pas m'attaquer pour un magazine pour gagner 100 000 euros. Par contre, on m'a pris ma vie pendant 5 ans, mon nom, et ma confiance, mon Donc identité. ça vous a pas apaisé du tout. Ça a lavé votre honneur quand même? La seule chose que ça a fait, c'est que ça a permis de conforter ce que je disais à l'organisme de crédit depuis 5 ans, ça n'est pas moi. Ben oui. Et mon avocat me disait, de toute façon, leur volonté, c'est juste d'avoir une ligne comptable. Hein. C'est juste C'est ça. ça. C'est une ligne comptable. C'est ça. Donc, je suis une ligne comptable qui a juste puis- duré 5 ans. Et puis on sait ce qu'on a découvert sur les 5 dernières années sur l'usurpation, ça nous protège aussi. Mine de rien, pour une fois, c'est une vraie protection d'avoir ce jugement au civil qui dit qu'effectivement, c'est pas Sylvain qui a contracté ce crédit, parce que la personne qui est présumée coupable, présumée innocente, est toujours en liberté et potentiellement peut recommencer. On n'a pas l'assurance que demain, cette personne ne recommencera pas avec les papiers de mon mari. Donc le fait d'avoir gagné une première fois au civil, si jamais on devait recommencer et retomber dans le même engrenage, on pourrait brandir ce papier en disant bon, Non, mais Voilà. je vous rassure, vous êtes grillé pour lui, là, ça ne sert plus à rien, votre identité. Bah oui, Ça parce va. qu'elle a été, le poteau rose a été découvert, donc on n'utilisera plus votre identité pour ça. Il y a d'autres victimes Pour ça. peut-être, oui. oui, Il y a certainement, d'autres merci beaucoup. victimes. mais- On est Il 60 n'a jamais millions, été ça va. identifié. Cette personne n'a jamais été identifiée. La personne a été identifiée, retrouvée. Elle a été Elle est identifiée. Non, mais c'est ça qui est terrible, c'est que elle est passée aux aveux. Donc les gens ont pris ses aveux et elle a tout reconnu dans les faits. Mais comme elle est présumée Elle n'a pas été innocente, jugée encore. elle n'a Voilà. pas été Ah oui. jugée. Le civil, je est-ce ne connais qu'elle plus est le terme, mais surveillée quand devait être même dissocié du pénal. Alors, Et il y a- donc l'avocat me disait, si on associe le civil au pénal, vous prenez juste le risque que le civil attende la fin du pénal. Alors, ça, c'était il y a encore quelques années où il y avait un vieil adage qui vient du droit latin qui disait « le criminel tient le civil en l'état ». C'est-à-dire que tant qu'il y avait une procédure pénale qui opposait deux personnes et une procédure civile qui était en concours pour les mêmes personnes, la procédure civile se mettait sur pause, en quelque sorte, en attendant que la procédure pénale soit allée jusqu'à son terme. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une faculté qui est donnée par les tribunaux et non plus une obligation. Ce qui veut dire que le civil a pu se poursuivre malgré la plainte que vous aviez déposée, etc. Je veux revenir juste un instant sur les dommages et intérêts que vous avez obtenus. Évidemment, dans ces cas-là, ce qui est monstrueux, c'est que ces gens qui ont été harcelés pendant 5 ans, non pas par l'usurpateur, mais par l'organisme de crédit, l'organisme de crédit a dit « mais nous, on était de bonne foi ». Nous, on avait une pièce d'identité, on avait un justificatif de domicile. Pour nous, c'était un débiteur comme un autre qui ne payait pas. Et ça, c'est vraiment très, très difficile à encaisser pour eux, surtout lorsqu'on sait qu'on n'a jamais contracté le moindre crédit. Alors, cette personne, vous savez qui elle est, vous avez son identité, J'ai son identité, ouais. et c'est quelqu'un que vous connaissiez? Non. Mais je sais aujourd'hui comment la personne a eu accès à mes papiers. Donc cette personne a eu une position de recruteur. Et comme je travaille dans le digital, dans l'Internet, elle était rentrée en contact avec moi et m'avait demandé de constituer un dossier pour un emploi à l'étranger. Et donc je lui ai fourni un scan de ma pièce d'identité, quelques informations sur ma personne, Classique. nombre d'enfants, adresse de domicile, etc. Et donc, évidemment, Enfin, ça nous arrive tous les jours. quelques Mais semaines... oui. Ah bah, Mais même, Ne serait-ce inscrivez que votre pour- enfant à l'école, on va vous demander une photocopie Ne de serait-ce pièce que d'identité l'année... pour tout. Non, mais c'est pour ça, j'espère que vous allez nous donner des conseils sérieux. Parce Oui. que là, on est complètement flippés en écoutant ces C'est- histoires. ne serait-ce que l'anecdote pour venir ici. Donc, l'hôtel, hier soir, la personne m'a demandé une pièce d'identité et voulait la photocopier. Bien sûr, il n'y a pas un moment, il n'y a une journée où on vous la demande Mais pas. bien sûr. Ouais. bien C'est vrai. Justement, Malik, à quel point cette histoire vous a fragilisé, Malek? Moi, elle m'a fragilisé sur le côté santé aussi. Parce que j'ai fait un infarctus. Ah oui, oui. Et c'est monté. Vous savez, je suis dans un milieu où on doit se positionner constamment, etc. Donc je suis dans ce milieu-là. Je ne vais pas montrer si le soir je pleure ou je. Voilà. Donc je suis présent. Et Vous devez heureusement faire que bonne j'étais présent. figure et on Mais doit vous faire constamment. confiance. De toutes les façons, j'ai rien à me reprocher. Vous Donc devez être fort. un petit peu, oui. Donc tout joue sur le mental. Et quand on a une raison et on est habité par une détermination, après, forcément que le corps prend. Même si on a un mental d'acier, même si on est le meilleur des meilleurs, à un moment ou à un autre, ça répercute. Donc, différemment. infarctus, et puis quoi d'autre? Diabète.
Diabète instable, qui pouvait me faire des comas diabétiques à n'importe quel moment. Donc tout ça, c'était nouveau. C'était nouveau, ouais. C'était nouveau, c'était lié au stress. C'était confirmé par un médecin, etc. C'est cadeau. Ah oui, c'est cadeau, voilà, c'est le bonus, Ouais. en plus de... Alors comment vous en êtes sorti? Comment vous avez compris? C'est une petite phrase qui vous a mis la puce à l'oreille. Une phrase qui a été prononcée, je disais que Dieu bénisse le pain d'épices. Cette phrase, je la disais devant 3 personnes. Donc, le champ commençait à se réduire. Les 2 personnes, c'est des gens d'honneur et des hommes d'honneur. Philippe et Nicolas, qui sont toujours là. Mais il y en avait un qu'on s'en doutait. Vous n'avez pas douté des 2 autres? Jamais. Jamais. Et alors, comment vous l'avez... Est-ce que vous lui en avez parlé? Comment ça s'est passé? Je ne lui ai pas parlé. J'ai laissé Philippe, parce que c'était le stagiaire de Philippe. Donc j'ai laissé Philippe. Votre associé? Qui l'avait convoqué au bureau. Et comme il avait beaucoup de respect pour lui, et machin, etc., moi j'étais persuadé, parce que c'est une intuition, après quand on a une intuition, et comme on a un instinct parfois animal, donc quand on sent que c'est telle personne. Donc il l'a convoqué, il a discuté avec lui, donc il lui a juré que c'était sur la tête de son père qui est sous la tombe, je ne sais trop quoi, le bon Dieu sans confession, qu'il n'a jamais fait ça, et qu'il n'ose même pas faire ce genre de truc. Ça ne peut pas lui traverser l'esprit. Sauf qu'il avait un routeur dans le bureau où son adresse IP elle change et c'était de là-bas qu'il l'a envoyé. Ouais. Donc, et d'ailleurs, quand il a su, un des associés, parce qu'il faut savoir que malgré qu'on s'est séparés professionnellement un peu, il louait encore des bureaux dans les bureaux. Donc, si vous voulez, c'était une coproduction de plusieurs sociétés. Donc, il avait dans le contrat principal de la société, on pouvait louer... Sous location. Bon, donc vous l'avez identifié. Il a fini par avouer? Non, il a été viré. Je me rappelle Philippe, il lui a dit, c'est quelqu'un qui ne supporte pas ce genre de relation, donc il a été viré. Il a été viré de là-bas. Et il avait quel âge? Comment? Il avait quel âge? Il avait la trentaine, à peu près. Et alors, comment il a été accusé alors? Accusé, c'était par les services de police. C'est le service des hautes personnalités qui s'est occupé de mon dossier. Parce que suite aux publications des réseaux sociaux, il avait mis, je disais, des photos de certaines personnalités, et ça commençait à prendre de l'ampleur un peu... Il est allé trop loin, quoi. Très, très, très loin. Et c'est comme ça qu'il a été ferré. Je suis parti pour déposer plainte. Et là, j'avais justement un policier qui n'était pas très à la hauteur, malheureusement, c'est comme ça, parce qu'ils prennent ça à la légère, malheureusement. Et comme c'est un phénomène nouveau, c'est pas... Donc j'ai dû passer par des relations où on m'a confié un enquêteur de qualité, et que j'ai toujours des contacts avec lui, parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel, qui est parti jusqu'au bout. D'accord. Et qu'il a mis 8 mois. Et s'il n'y avait pas ce service, et s'il n'y avait pas une discussion que j'avais avec un internaute, parce qu'il faut savoir qu'à 3h du matin, j'ai reçu un appel, encore sur un numéro que j'avais déjà changé. Et la personne, elle m'appelle, mais on a l'impression dans un film. Hein. Il m'appelle, bonjour, c'est Karim. Mais oui, mais d'où tu sors, toi 3h du matin, c'est qui Je ne savais même pas. Il me dit, mais j'étais en train de tchatcher avec toi. Et puis, alors moi, sur Internet, en train de papoter avec quelqu'un d'autre, c'est pas mon grand truc. Je dis, mais je comprends pas. Là, maintenant, tu étais en train... Elle dit, oui, mais pourquoi tu veux te suicider? Pourquoi tu n'es pas bien? Pourquoi tu fais ça? Et tu m'as invité dans ton restaurant pour passer le 31 mois et des amis. Je dis, là, tout de suite, je suis en train de parler avec elle. Ouais. Il me dit, oui. Et grâce à ce jeune homme, on a pris l'adresse IP de cette personne et les services ont pu remonter. Et finalement, il faisait ça du bureau, là où on était. Dingue. Et qui déjeunait avec moi et qui me dit, je comprends pas si c'est lui qui te fait ça. Hein. C'est ça. Alors aujourd'hui, Malek, vous tentez de vous reconstruire et de vous réapproprier cette identité qui vous a été volée. Et c'est grâce à vos proches et à de nouveaux projets
que vous pouvez, que vous espérez ouvrir une nouvelle page de votre vie. À Paris, dans le 14e arrondissement. Plusieurs années après, Malek subit encore les conséquences de l'usurpation d'identité dont il a été victime. Ça fait 2 ans et demi que j'habite ici, un appartement qu'on m'a prêté, grâce à une poignée d'amis, à une poignée de gens qui sont comme des frères. Et pour moi, c'est très important, quoi. C'est des gens d'honneur. Les nombreux faux profils créés sur Internet sont toujours visibles et continuent de le hanter. Voilà ce qu'on trouve. On trouve une photo identée. Voilà, escroc entreprise chez Escroc Management. 0 personne. D'où je l'ai créé, moi, cette page. Je vais créer ma propre page en mettant escroc chez Escroc Management. Honnêtement. Quand cette histoire m'est arrivée, pour la première fois de ma vie, je me suis senti violé et impuissant. J'ai du mépris parce que c'est de la jalousie, c'est... voilà, donc je ne sais pas comment expliquer ça. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de remettre les choses dans l'ordre. C'est ça ma priorité. Après une période difficile, Malek a su reconstruire une équipe prête à le suivre dans sa nouvelle aventure professionnelle. Il y a un appel d'offres, habiller tous ces espaces en panneaux digital, etc. En fait, c'est dans l'espace public. Dans les espaces publics, quoi. J'ai appris l'usurpation d'identité de Malek quand je l'ai rencontré. Très vite, il m'a raconté cette histoire assez folle. Ça me laisse toujours sans voix, sans... Comment, quoi? Comment c'est possible? Personne n'arrive à le comprendre. Même moi qui est concerné, je ne l'ai jamais vraiment compris. Donc... Ouais, on peut compatir, on peut écouter, mais de là à le comprendre et à imaginer ce qu'il a vécu, c'est plus que difficile, en fait. Le fait d'en parler, je pense que du coup, ça l'aide aussi à le vivre et à survivre à cette usurpation. Ce qu'on n'a jamais enlevé, c'est ma personne. Et on ne peut pas me l'enlever, ça. Et ça s'achète pas, c'est pas Internet, c'est moi. Malek est resté très proche de son ex-femme, Valérie, avec qui il a eu une fille. Salut. Ça va? Et toi? Ouais, ça va. La petite, elle prépare son brevet blanc, là, toute cette semaine, tu le sais. Donc, un peu de stress. Je suis hyper contente quand même qu'elle ait pu reprendre le chemin de l'école, enfin. Et quel soulagement. Soulagement, c'est pas encore fini. Valérie a assisté quelque peu impuissante aux difficultés qu'il rencontrait. Je me rappelle surtout que je te voyais dépérir de jour en jour. Tu ne nous disais pas tout, je pense, pour ne pas nous inquiéter, mais que de toutes parts dans ta vie, que ce soit sur Internet, sur n'importe quel site, tu étais assailli, en fait. Moi, je le vivais différemment, même si je tenais le coup, mais je m'écroulais. T'as commencé à tomber malade quand même. Rappelle-toi, tu étais là quand j'ai fait mon arrêt cardiaque, tu étais là pour les hôpitaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, Internet est devenu la Bible. Si vous êtes sali sur Internet, c'est comme une tache de dalmatien, ça s'enlèvera pas. Ça s'enlèvera pas, mais heureusement aujourd'hui vous allez mieux, manifestement. Pardon, aujourd'hui vous allez mieux. Oui, vachement mieux, bien sûr. Même si la tache de dalmatien... Du dalmatien reste, oui. Non, parce que ce qui est malheureux dans cette histoire, c'est que malgré qu'il y a des procédures aujourd'hui que Google a mis en place pour indexer, pas enlever, c'est indexer le contenu, les demandes, quand vous le faites, l'imprimer de la personne lambda qui va aller sur Internet, ne comprend rien. Parce que c'est aller chercher les URL, machin, etc. C'est une procédure, c'est déjà un imprimé qui est énorme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a d'autres sociétés où c'est le seul site qui ont référencé ce genre de... Alors justement, on va voir avec des conseils quand même. J'aimerais qu'on termine sur des conseils pour tenter le plus possible de se protéger contre ça. J'ai une mauvaise nouvelle et j'ai des bonnes nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne peut pas se protéger de manière absolument infaillible, malheureusement, puisque les systèmes informatiques sont ainsi faits qu'on peut toujours passer à travers, mais on peut limiter les risques. La première chose à faire, c'est de ne jamais laisser sur vos ordinateurs et surtout pas sur vos réseaux sociaux, sur vos boîtes mail, les pièces jointes que vous avez pu y annexer. C'est-à-dire que tout ça, il faut les sortir. Il faut supprimer les pièces jointes. De préférence, si vous pouvez,
avoir une sauvegarde, ou plus exactement un disque dur externe, sur lequel vous allez mettre toutes vos données et que vous débranchez de l'ordinateur. Quand vous ne vous servez pas de l'ordinateur, ça aussi c'est important. Donc les données personnelles, ne jamais les laisser sur l'ordinateur. Faire en sorte aussi, ça a l'air idiot ce que je vous dis, mais personne ne le fait. Changez vos mots de passe régulièrement sur les boîtes mail, sur les réseaux sociaux, sur votre ordinateur. Tout ça, il faut absolument changer ça régulièrement parce que c'est ce qui rend la tâche des hackers ou des usurpateurs plus compliquée. Et si c'est compliqué chez vous, ils vont aller ailleurs. C'est tout simplement ça qu'il faut, rendre les choses plus compliquées pour les usurpateurs et les hackers, fait que comme il y a tellement de monde à arnaquer, si j'ose m'exprimer ainsi, bah, ils vont aller là où c'est plus facile. Sylvain, vous avez écrit un livre? Oui. Ça vous a aidé, j'imagine, à vous en sortir aussi? Oui, c'est libérateur en fait. On peut enfin s'exprimer et être écouté. Un livre dans lequel vous racontez votre histoire? Oui, c'est ça. Il a une double approche. C'est un livre qui raconte l'histoire de l'usurpation et les procédures au civil et qui en même temps met des encadrés pour accompagner les gens, conseiller les gens et leur faire prendre conscience qu'il y a moyen de lâcher prise et d'accepter la situation. Merci en tout cas pour vos témoignages. J'espère que vous allez continuer à vous reconstruire le mieux possible et à retrouver confiance en vous et une vie plus sereine. Merci également à Maître Gégère pour ses conseils et merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas votre rendez-vous Toute une histoire ce week-end en version féminin. Tout de suite pour un nouveau numéro spécial de l'Histoire continue dans lequel nous recevrons Jackie et Bernard Minet du célèbre Club Dorothée. Ils sont en train de se préparer dans les coulisses. À tout de suite pour une émission pleine de nostalgie. Merci. Cet après-midi, dans l'Histoire continue, nous allons faire un voyage dans le temps, dans les années 80. Regarde cette belle maison vitrée. Voilà, c'est là, c'était la cour du Club Dorothée. Vous les avez certainement reconnus. Bernard Minet et Jackie seront nos invités. On était tous les jours à l'antenne, on chantait, moi j'étais avec Dorothée sur scène, on avait chacun des personnalités très différentes, et ensemble, la mayonnaise a pris quoi. Mais depuis l'arrêt du fameux Club Dorothée, que sont-ils devenus? Tout ce que j'entreprenais, ça ne se réalisait pas, je ne comprenais pas. Dame Chance m'avait lâché. À l'époque, il n'y a que les enfants qui nous reconnaissaient, et maintenant, en 2016, il n'y a que les enfants qui ne nous reconnaissent pas. Pour Jackie et Bernard Minet, l'histoire continue dans quelques minutes. Le vieux musicien. Bientôt, au sommaire de Toute une histoire. Je dis maman, Yves Montand vient de me dire bonjour, mais pourquoi on ne se connaît pas? Jean-Pierre Mariel m'attend en bas de mon immeuble le jour de la Saint-Valentin avec un petit bouquet de violettes très mignon, des petits cadeaux. Il est entré dans le pièce et c'était un coup de foudre. Des histoires d'amour hors du commun. Il est inattendu. Voilà, c'est quelqu'un d'extraordinaire. On était en tournée à l'autre bout du monde tout le temps. Gilbert était un très bon mari, un très bon père. Des légendes qui les auront marqués pour toujours. Ils finissaient leur tournage, ils m'avaient appelé en me disant « Attends-moi, je vais arriver vers 21h », donc je l'ai attendu, puis il n'arrivait pas. La vie s'écroule. Et votre vie amoureuse depuis? J'ai passé 37 années avec Gilbert, et puis honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Je suis très touchée par ce qu'il dégage quand il joue. C'est un rorant amoureux. C'est vrai? Oui. Je reviens te chercher, tremblant comme un jeune marié.